Edgar Allan Poe, le 1002e conte de Scheherazade. La vérité est plus étrange que la fiction, dit un vieux dicton. J'eus familièrement l'occasion, dans le cours de mes recherches orientales, de consulter le Telmino Isitsurnot, ouvrage à peu près aussi inconnu même en Europe que le Zohar de Sinomon Jochaides, et qui, à ma connaissance, n'a jamais été cité par aucun auteur américain, excepté peut-être par l'auteur des Curiosités de la littérature américaine. En parcourant quelques pages de ce très remarquable ouvrage, je ne fus pas peu étonné d'y découvrir que jusqu'ici, le monde littéraire avait été dans la plus étrange erreur touchant la destinée de la fille du vizir Scheherazade, telle qu'elle est exposée dans les Nuits arabes, et que le dénouement, s'il ne manque pas totalement d'exactitude dans ce qu'il raconte, a au moins le grand tort de ne pas aller beaucoup plus loin. Le lecteur, curieux d'être pleinement informé sur cet intéressant sujet, devra courir à l'Is It So or Not lui-même, mais on me pardonnera de donner un sommaire de ce que j'y ai découvert. On se rappellera que, d'après la version ordinaire des Nuits arabes, un certain monarque, ayant d'excellentes raisons d'être jaloux de la reine son épouse, non seulement la met à mort, mais juge par sa barbe et par le prophète d'épouser chaque nuit la plus belle vierge de son royaume et de la livrer le lendemain matin à l'exécuteur. Après avoir pendant plusieurs années accompli ce vœu à la lettre, avec une religieuse ponctualité et une régularité méthodique, qui lui valurent une grande réputation d'homme pieux et d'excellent sens, une après-midi, il fut interrompu, sans doute dans ses prières, par la visite de son grand vizir, dont la fille, paraît-il, avait une idée. Elle s'appelait Scheherazade, et il était venu en idée de délivrer le pays de cette taxe sur la beauté qui le dépeuplait ou, à l'instar de toutes les héroïnes, de périr elle-même à la tâche. En conséquence, et quoique ce ne fût pas une année bissextile, ce qui rend le sacrifice plus méritoire, elle députa son grand-père, grand vizir, au roi, pour lui faire l'offre de sa main. Le roi l'accepta avec empressement, il se proposait bien d'y venir tôt ou tard, et il ne remettait de jour en jour que par crainte du vizir, mais tout en l'acceptant, il eut soin de faire bien comprendre aux intéressés que, pour grand vizir ou non, il n'avait pas la moindre intention de renoncer à un iota de son vœu, de ses privilèges. Lors donc que la belle Scheherazade insista pour épouser le roi, et l'épousa réellement, en dépit des excellents avis de son père, quand, dis-je, l'épousa bon gré mal gré, ce fut avec ses beaux yeux noirs aussi ouverts que le permettait la nature des circonstances. Mais paraît-il, cette astucieuse demoiselle, sans aucun doute elle avait lu Machiavel, avait conçu un petit plan fort ingénieux. La nuit du mariage, je ne sais plus sous quel spécieux prétexte, elle obtint que sa sœur occuperait une couche assez rapprochée de celle du couple royal pour permettre de converser facilement de lit à lit. Et quelque temps avant le chant du coq, elle eut soin de réveiller le bon monarque, son mari, qui de reste n'était pas mal disposé à son endroit, quoiqu'il songeât à lui tordre le cou au matin. Elle parvint, dis-je, à le réveiller, bien que, grâce à une parfaite conscience et à une digestion facile, il fut profondément endormi, par le vif intérêt d'une histoire sur un rat et un chat noir, je crois, qu'elle racontait à voix basse, bien entendu, à sa sœur. Quand le jour parut, il arriva que cette histoire n'était pas tout à fait terminée, et que Scheherazade, naturellement, ne pouvait pas l'achever, puisque le moment était venu de se lever pour être étranglée, ce qui n'est guère plus plaisant que d'être pendu, quoique un tantinet plus galant. Cependant, la curiosité du roi, plus forte, je regrette de le dire, que ses excellents principes religieux eux-mêmes, lui fit pour cette fois remettre l'exécution de son serment jusqu'au lendemain matin,
dans l'espoir d'entendre la nuit suivante comment finirait l'histoire du chat noir. Oui, je crois que c'était un chat noir et du rat. La nuit venue, Madame Scheherazade non seulement termina l'histoire du chat noir et du rat, le rat était bleu, mais sans savoir au juste où elle en était, se trouva profondément engagée dans un récit fort compliqué, où il était question, si je ne me trompe, d'un cheval rose, oui, avec des ailes vertes, qui, donnant tête baissée dans un mouvement d'horlogerie, fut blessé par une clé indigo. Cette histoire intéressa le roi plus vivement encore que la précédente, et le jour ayant paru avant qu'elle fût terminée, malgré tous les efforts de la reine pour la finir à temps, il fallut encore remettre la cérémonie à 24 heures. La nuit suivante, même accident et même résultat, puis l'autre nuit et l'autre encore. Si bien que le bon monarque, se voyant dans l'impossibilité de remplir son serment pendant une période d'au moins 1001 nuits, ou bien finit par l'oublier tout à fait, ou se fit relever régulièrement de son vœu, et ou, ce qui est plus probable, l'enfreignit brusquement en cassant la tête à son confesseur. Quoi qu'il en soit, Scheherazade, qui, descendant d'Ève en droite ligne, avait hérité peut-être des 7 paniers de bavardage que cette dernière, comme personne ne l'ignore, ramassa sous les arbres du jardin d'Éden, Scheherazade, dis-je, finit par triompher, et l'impôt sur la beauté fut aboli. Or, cette conclusion, celle de l'histoire traditionnelle, est sans doute fort convenable et fort plaisante, mais hélas, comme la plupart des choses plaisantes, plus plaisantes que vraies. Et c'est à Is it so or not que je dois de pouvoir corriger cette erreur. Le mieux, dit un proverbe français, est l'ennemi du bien. Et en rappelant que Scheherazade avait hérité des 7 paniers de bavardage, j'aurais dû ajouter qu'elle sut si bien les faire valoir qu'ils montèrent bientôt à 77. « Ma chère sœur, dit-elle à la 1002e nuit, je cite littéralement ici le texte de Is it so or not. Ma chère sœur, maintenant qu'il n'est plus question de ce petit inconvénient de la strangulation, et que cet odieux impôt est si heureusement aboli, j'ai à me reprocher d'avoir commis une grave indiscrétion en vous frustrant, vous et le roi. Oui, je suis fâché de le dire, mais le voilà qui ronfle, ce que ne devait pas se permettre un gentilhomme, de la fin de l'histoire de Simbad le marin. Ce personnage eut encore beaucoup d'autres aventures intéressantes, mais la vérité est que je tombais de sommeil la nuit où je vous les racontais, et qu'ainsi je dus interrompre brusquement ma narration. Grave faute qu'Allah, j'espère, voudra bien me pardonner. Cependant, il est encore temps de réparer ma coupable négligence, et aussitôt que j'aurai pincé une ou 2 fois le roi, de manière à le réveiller assez pour l'empêcher de faire cette horrible nuit, je vous régalerai, vous et lui, s'il le veut bien, de la suite de cette très remarquable histoire. » Ici, la sœur de Scheherazade, ainsi que le remarque le Is it so or not, ne témoigna pas une bien vive satisfaction. Mais quand le roi, suffisamment pincé, eut fini de ronfler et eut poussé un hum, puis un hum, mots arabes sans doute qui donnèrent à entendre à la reine qu'il était tout oreille et allait faire de son mieux pour ne plus ronfler, la reine, dis-je, voyant les choses s'arranger à sa grande satisfaction, reprit la suite de l'histoire de Simbad le marin. Sur mes vieux ans, ce sont les paroles de Simbad lui-même, telles qu'elles sont rapportées par Scheherazade. Après plusieurs années de repos dans mon pays, je me sentis de nouveau possédé du désir de visiter des contrées étrangères. Et un jour, sans m'ouvrir de mon dessein à personne de ma famille, je fis quelques ballots des marchandises les plus précieuses et les moins embarrassantes, je louai un crocheteur pour les porter,
et j'allai avec lui sur le bord de la mer, attendre l'arrivée d'un vaisseau de hasard qui put me transporter dans quelque région que je n'aurais pas encore explorée. Après avoir déposé les ballots sur le sable, nous nous assîmes sous un bouquet d'arbres et regardâmes au loin sur l'océan, dans l'espoir de découvrir un vaisseau. Mais nous passâmes plusieurs heures sans rien apercevoir. À la fin, il me sembla entendre comme un bourdonnement ou un grondement lointain, et le crocheteur, après avoir longtemps prêté l'oreille, déclara qu'il l'entendait aussi. Peu à peu, le bruit devint de plus en plus fort et ne nous permit plus de douter que l'objet qui le causait s'approcha de nous. Nous finîmes par apercevoir sur le bout de l'horizon un point noir qui grandit rapidement, et nous découvrîmes bientôt que c'était un monstre gigantesque, nageant la plus grande partie de son corps flottant au-dessus de la surface de la mer. Il venait de notre côté avec une inconcevable rapidité, soulevant autour de sa poitrine d'énormes vagues d'écume et illuminant toute la partie de la mer qu'il traversait d'une longue traînée de feu. Quand il fut près de nous, nous pûmes le voir fort distinctement. Sa longueur égalait celle des plus hauts arbres. Il était aussi large que la grande salle d'audience de votre palais, ô le sublime et le plus magnifique des califes. Son corps, tout à fait différent de celui des poissons ordinaires, était aussi dur qu'un roc, et toute la partie qui flottait au-dessus de l'eau était d'un noir de jais, à l'exception d'une étroite bande de couleur rouge sang qui lui formait une ceinture. Le ventre qui flottait sous l'eau et que nous ne pouvions qu'entrevoir de temps en temps, quand le monstre s'élevait ou descendait avec les vagues, était entièrement couvert d'écailles métalliques d'une couleur semblable à celle de la lune par un ciel brumeux. Le dos était plat et presque blanc et donnait naissance à plus de 6 vertèbres formant à peu près la moitié de la longueur totale du corps. Cette horrible créature n'avait pas de bouche visible, mais comme pour compenser cette défectuosité, elle était pourvue d'eau au moins 80 yeux, sortant de leurs orbites comme ceux de la demoiselle verte, alignés tous autour de la bête en 2 rangées, l'une au-dessus de l'autre, et parallèles à la bande rouge sang qui semblait jouer le rôle d'un sourcil. 2 ou 3 de ces terribles yeux étaient plus larges que les autres et avaient l'aspect de l'or massif. Le mouvement extrêmement rapide avec lequel cette bête s'approchait de nous devait être entièrement l'objet de la sorcellerie, car elle n'avait ni nageoires comme les poissons, ni palmures comme les canards, ni ailes comme la coquille de mer qui flotte à la manière d'un vaisseau. Elle ne se tordait pas non plus comme font les anguilles. Sa tête et sa queue étaient de forme parfaitement semblables, sinon que, près de la dernière, se trouvaient 2 petits trous qui servaient de narines et par lesquels le monstre soufflait son épaisse haleine avec une force prodigieuse et un vacarme fort désagréable. La vue de cette hideuse bête nous causa une grande terreur, mais notre étonnement fut encore plus grand que notre peur, quand, la considérant de plus près, nous aperçûmes sur son dos une multitude d'animaux à peu près de la taille et de la forme humaine, et ressemblant parfaitement à des hommes, sinon qu'ils ne portaient pas, comme les hommes, des vêtements, la nature sans doute, les ayant pourvus d'une espèce d'accoutrement laid et incommode, qui s'ajustait si étroitement à la peau qu'il rendait ces pauvres malheureux ridiculement gauches et semblait les mettre à la torture. Le sommet de leur tête était surmonté d'une espèce de boîte carrée. À première vue, je les pris pour des turbans, mais je découvris bientôt qu'elles étaient extrêmement lourdes et massives, d'où je conclus qu'elles étaient destinées, par leur grand poids, à maintenir les têtes de ces animaux fermes et solides sur leurs épaules. Autour de leur cou étaient attachés des colliers noirs, signe de servitude sans doute, semblables à ceux de nos chiens, seulement beaucoup plus larges et infiniment plus raides,
de telle sorte qu'il était tout à fait impossible à ces pauvres victimes de mouvoir leur tête dans une direction quelconque sans mouvoir le corps en même temps. Ils étaient ainsi condamnés à la contemplation perpétuelle de leur nez, contemplation prodigieusement, sinon désespérément, bornée et abrutissante. Quand le monstre eut presque atteint le rivage où nous étions, il projeta tout à coup un de ses yeux à une grande distance et en fit sortir un terrible jet de feu, accompagné d'un épais nuage de fumée et d'un fracas que je ne puis comparer qu'au tonnerre. Lorsque la fumée se fut dissipée, nous vîmes un de ces singuliers animaux hommes, debout près de la tête de l'énorme bête, une trompette à la main. Il la porta à sa bouche et en émit à notre adresse des accents retentissants, durs et désagréables, que nous aurions pu prendre pour un langage articulé, s'il n'était pas entièrement sorti du nez. Comme c'était évidemment à moi qu'il s'adressait, je fus fort embarrassé pour répondre, ayant pu comprendre un traître mot de ce qui avait été dit. Dans cet embarras, je me tournai du côté du crocheteur, qui s'évanouissait de peur près de moi. Je lui demandai son opinion sur l'espèce de monstre à qui nous avions affaire, sur ce qu'il voulait et sur ces créatures qui fourmillaient sur son dos. À quoi le crocheteur répondit, aussi bien que le lui permettait sa frayeur, qu'il avait en effet entendu parler de ce monstre marin, que c'était un cruel démon aux entrailles de soufre et au sang de feu, créé par de mauvais génies pour faire du mal à l'humanité, que ces créatures qui fourmillaient sur son dos étaient une vermine semblable à celle qui, quelquefois, tourmente les chats et les chiens, mais un peu plus grosse et plus sauvage, que cette vermine avait son utilité toute pernicieuse, il est vrai. La torture que causaient à la bête ses piqûres et ses morsures l'excitait à ce degré de fureur qui lui était nécessaire pour rugir et commettre le mal et accomplir ainsi les desseins vindicatifs et cruels des mauvais génies. Ces explications me déterminèrent à prendre mes jambes à mon cou, et sans même regarder une fois derrière moi, je me mis à courir de toutes mes forces à travers les collines, tandis que le crocheteur se sauvait aussi vite dans une direction opposée, emportant avec lui mes ballots, dont il eut sans doute le plus grand soin. Cependant, je ne saurais bien assurer à ce sujet, car je ne me souviens pas de l'avoir jamais revu depuis. Quant à moi, je fus si chaudement poursuivi par un essaim des hommes vermines. Ils avaient gagné le rivage sur ces barques, que je fus bientôt pris et conduit pieds et poings liés sur la bête qui se remit immédiatement à nager au large. Je me repentis alors amèrement d'avoir fait la folie de quitter mon confortable logis pour exposer ma vie dans de pareilles aventures. Mais, le regret étant inutile, je m'arrangeai de mon mieux de la situation et travaillai à m'assurer les bonnes grâces de l'animal à la trompette qui semblait exercer une certaine autorité sur ses compagnons. J'y réussis si bien qu'au bout de quelques jours, il me donna plusieurs témoignages de sa faveur et en vint à prendre la peine de m'enseigner les éléments de ce qu'il y avait une certaine outrecuidance à appeler son langage. Je finis par pouvoir converser facilement avec lui et lui faire comprendre l'ardent désir que j'avais de voir le monde. Voici Simbad, Aiditel Didel, Gruntun Grumble, Is Fis Wis, me dit-il un jour après dîner. Mais je vous demande pardon, Mille, je vous oubliais que votre majesté n'est pas familiarisée avec le dialecte des coqs hennissants. Ainsi s'appelaient les animaux hommes, leur langage, comme je le présume, formant le lien entre la langue des chevaux et celle des coqs. Avec votre permission, je traduirai. Walsich, Squasich et le reste. Cela veut dire: je suis heureux, mon cher Simbad, de voir que vous êtes un excellent garçon,
Nous sommes en ce moment en train de faire ce qu'on appelle le tour du globe, et puisque vous êtes si désireux de voir le monde, je veux faire un effort et vous transporter gratis sur le dos de la bête. » Quand Lady Scheherazade en fut à ce point de son récit, dit l'Isisordot, le roi se retourna de son côté gauche sur son côté droit et dit « Il est en effet étonnant, ma chère reine, que vous ayez omis jusqu'ici ces dernières aventures de Simbad. Savez-vous que je les trouvais excessivement curieuses et inintéressantes ?» Sur quoi la belle Scheherazade continua son histoire en ces termes. Simbad poursuivit ainsi son récit. Je remerciai l'homme animal de sa bonté, et bientôt je me trouvai tout à fait chez moi, sur la bête. Elle nageait avec une prodigieuse rapidité à travers l'océan, dont la surface, cependant, dans cette partie du monde, n'est pas du tout plate, mais ronde comme une grenade, de sorte que nous ne cessions, pour ainsi dire, de monter et de descendre. « Oh, cela devait être fort singulier, » interrompit le roi. « Et cependant, rien n'est plus vrai, » répondit Scheherazade. « Bon, il me reste quelques doutes, » répliqua le roi, « mais je vous en prie, veuillez continuer votre histoire. »« Volontiers, » dit la reine. La bête poursuivit Simbad, nageait donc, comme je l'ai dit, toujours montant et toujours descendant. Nous arrivâmes enfin à une île de plusieurs centaines de milles de circonférence, qui cependant avait été bâtie au milieu de la mer par une colonie de petits animaux semblables à des chenilles. Fit le roi. En quittant cette île, continua Scheherazade, sans faire attention bien entendu à cette éjaculation inconvenante de son mari, nous arrivâmes bientôt à une autre où les forêts étaient de pierres massives et si dures qu'elles mirent en pièces les haches les mieux trempées avec lesquelles nous essayâmes de les abattre. Fit de nouveau le roi, mais Scheherazade passa outre et continua à faire parler Simbad. Au-delà de cette île, nous atteignîmes une contrée où il y avait une caverne qui s'étendait à la distance de 30 ou 40 milles dans les entrailles de la terre, et qui contenait des palais plus nombreux, plus spacieux et plus magnifiques que tous ceux de Damas ou de Bagdad. À la voûte de ces palais étaient suspendus des myriades de gemmes, semblables à des diamants, mais plus grosses que des hommes, et au milieu des rues formées de tours, de pyramides, de temples, coulaient d'immenses rivières aussi noires que l'ébène et où pullulaient des poissons sans yeux. « Fit le roi. Nous parvînmes ensuite à une région où nous trouvâmes une autre montagne. Au bas de ses flancs coulaient des torrents de métal fondu, dont quelques-uns avaient 12 milles de large et 60 milles de long. D'un abîme creusé du sommet sortait une si énorme quantité de cendres que le soleil en était entièrement éclipsé et qu'il régnait une obscurité plus profonde que la nuit la plus épaisse, si bien que même à une distance de 150 milles de la montagne, il nous était impossible de distinguer l'objet le plus blanc, quelque rapproché qu'il fût de tous les yeux. « Fit le roi. Après avoir quitté cette côte, nous rencontrâmes un pays où la nature des choses semblait renversée. Nous y vîmes un grand lac au fond duquel, à plus de 100 pieds au-dessous de la surface de l'eau, poussait en plein feuillage une forêt de grands arbres florissants. « Oh !» dit le roi. À quelques 100 milles plus loin, nous entrâmes dans un climat où l'atmosphère était si dense que le fer ou l'acier pouvaient y soutenir absolument comme des plumes dans la nôtre. « Baliverne !» dit le roi. Suivant toujours la même direction, nous arrivâmes à la plus magnifique région du monde. Elle était arrosée des méandres d'une glorieuse rivière sur une étendue de plusieurs milliers de milles. Cette rivière était d'une profondeur indescriptible et d'une transparence plus merveilleuse que celle de l'ambre. Elle avait de 3 à 6 milles de large
et ces bergers, qui s'élevaient de chaque côté à une hauteur perpendiculaire de 1200 pieds, étaient couronnés d'arbres toujours verdoyants et de fleurs perpétuelles aux suaves parfums, qui faisaient de ces lieux un somptueux jardin. Mais cette terre plantureuse s'appelait le royaume de l'horreur, et on ne pouvait y entrer sans y trouver la mort. Ouf, dit le roi. Nous quittâmes ce royaume en toute hâte, et quelques jours après, nous arrivâmes à d'autres bords, où nous fûmes fort étonnés de voir des myriades d'animaux monstrueux portant sur leurs têtes des cordes qui ressemblaient à des faux. Ces hideuses bêtes se creusent de vastes cavernes dans le sol en forme d'entonnoir et en entourent l'entrée d'une ligne de rocs entassés l'un sur l'autre de telle sorte qu'ils ne peuvent manquer de tomber instantanément quand d'autres animaux s'y aventurent. Ceux-ci se trouvent ainsi précipités dans le repaire du monstre, où leur sang est immédiatement sucé, après quoi leur carcasse est dédaigneusement lancée à une immense distance de la caverne de la mort. Peu, dit le roi. En continuant notre chemin, nous vîmes un district abondant en végétaux qui ne poussaient pas sur le sol, mais dans l'air. Il y en avait qui naissaient de la substance d'autres végétaux, et d'autres qui empruntaient leur propre substance au corps d'animaux vivants. Puis d'autres encore, tout luisants d'un feu intense. D'autres qui changeaient de place à leur gré, mais, chose bien plus merveilleuse encore, nous découvrîmes des fleurs qui vivaient, respiraient et agitaient leurs membres à volonté, et qui bien plus avaient la détestable passion de l'humanité pour asservir d'autres créatures et les confiner dans d'horribles et solitaires prisons jusqu'à ce qu'elles eussent rempli une tâche fixée. « Bah, dit le roi. Après avoir quitté ce pays, nous arrivâmes bientôt à un autre, où les oiseaux ont une telle science et un tel génie en mathématiques qu'ils donnent tous les jours des leçons de géomètre aux hommes les plus sages de l'Empire. Le roi ayant offert une récompense pour la solution de deux problèmes très difficiles, ils furent immédiatement résolus, l'un par les abeilles et l'autre par les oiseaux. Mais comme le roi garda ses solutions secrètes, ce ne fut qu'après les plus profondes et les plus laborieuses recherches et une infinité de gros livres écrits pendant une longue série d'années, que les mathématiciens arrivèrent enfin aux mêmes solutions qui avaient été improvisées par les abeilles et par les oiseaux. « Oh oh, dit le roi. À peine avions-nous perdu de vue cette contrée, qu'une autre s'offrit à nos yeux. De ses bords s'étendit sur nos têtes un vol d'oiseaux d'1 mille de large et de 240 000 de long, si bien que, tout en faisant 1 mille à chaque minute, il ne fallut pas à cette bande d'oiseaux moins de 4 heures pour passer au-dessus de nous. Il y avait bien plusieurs millions d'oiseaux. « Oh, dit le roi, nous n'étions pas plutôt délivrés du grand ennui que nous causèrent ces oiseaux, que nous fûmes terrifiés par l'apparition d'un oiseau d'une autre espèce, infiniment plus grand que les corbeaux que j'avais rencontrés dans mes premiers voyages. Il était plus gros que le plus vaste des dômes de votre sérail, ô le plus magnifique des califes. Ce terrible oiseau n'avait pas de tête visible. Il était entièrement composé de ventre, un ventre prodigieusement gras et rond, d'une substance molle, poli, brillant et rayé de diverses couleurs. Dans ses serres, le monstre portait à son air dans les cieux une maison dont il avait fait sauter le toit, et dans l'intérieur de laquelle nous aperçûmes distinctement des êtres humains, en proie sans doute au plus affreux des espoirs, enfin de l'horrible destin qui les attendait. Nous fîmes tout le bruit possible dans l'espérance d'effrayer l'oiseau et de lui faire lâcher sa proie. Mais il se contenta de pousser une espèce de ronflement de rage et laissa tomber sur nos têtes un sac pesant que nous trouvâmes rempli de sable. « Sors net, dit le roi. » Aussitôt après cette aventure, nous remontâmes un continent d'une immense étendue et d'une solidité prodigieuse,
et qui cependant était entièrement porté sur le dos d'une vache bleue de ciel qui n'avait pas moins de 400 cornes. « Ah, cela je le crois, dit le roi, parce que j'ai lu quelque chose de semblable dans un livre. » Nous passâmes immédiatement sous ce continent, en nageant entre les jambes de la vache, et quelques heures après nous nous trouvâmes dans une merveilleuse contrée, et l'homme animal m'informa que c'était son pays natal, habité par des êtres de son espèce. Cette révélation fit grandement monter l'homme animal dans mon estime, et je commençai à éprouver quelque honte de la dédaigneuse familiarité avec laquelle je l'avais traité, car je découvris que les animaux hommes étaient en général une nation de très puissants magiciens qui vivaient avec des vers dans leur cervelle. Ces vers, sans doute, servaient à stimuler par leur tourtillement et leur frétillement les plus miraculeux efforts de l'imagination. « Baliverne, dit le roi. » Ces magiciens avaient apprivoisé plusieurs animaux de la plus singulière espèce. Par exemple, il y avait un énorme cheval dont les os étaient de fer et le sang de l'eau bouillante. En guise d'avoine, il se nourrissait habituellement de pierres noires. Et cependant, en dépit d'un si dur régime, il était si fort et si rapide qu'il pouvait traiter un poids plus lourd que le plus grand homme de cette ville, et avec une vitesse surpassant celle du vol de la plupart des oiseaux. « Sornette, dit le roi. Je vis aussi chez ce peuple une poule sans plumes, mais plus grosse qu'un chameau. Au lieu de chair et d'os, elle avait été faite de fer et de briques. Son sang, comme celui du cheval, avec qui du reste elle avait beaucoup de rapports, était de l'eau bouillante et, comme lui, elle ne mangeait que du bois ou des pierres noires. Cette poule produisait souvent une centaine de petits poulets dans un jour, et ceux-ci, après leur naissance, restaient plusieurs semaines dans l'estomac de leur mère. « Inepte, dit le roi. » Un des plus grands magiciens de cette nation inventa un homme composé de cuivre, de bois et de cuir, et le doigt d'un génie tel qu'il aurait battu aux échecs toute la race humaine, à l'exception du grand calife Haroun al-Rachid. Un autre construisit, avec les mêmes matériaux, une créature capable de faire rougir de honte le génie même de celui qui l'avait inventée. Elle était douée d'une telle puissance de raisonnement qu'en une seconde elle exécutait des calculs qui auraient demandé les efforts combinés de 50 000 hommes de chair et d'os pendant une année. Un autre, plus prodigieux encore, s'était fabriqué une créature qui n'était ni homme ni bête, mais qui avait une cervelle de plomb mêlée d'une matière noire comme de la poix, et ses doigts, dont elle se servait avec une si grande rapidité et une si incroyable dextérité, qu'elle aurait pu sans peine écrire 1200 copies du Coran en une heure, et cela avec une si exacte précision qu'on aurait pu trouver entre toutes ces copies une différence de l'épaisseur d'un plus fin cheveu. Cette créature jouissait d'une force prodigieuse au point d'élever ou de renverser de son souffle les plus puissants empires, mais ces forces s'exerçaient également pour le mal comme pour le bien. « Ridicule, dit le roi. » Parmi ces nécromanciens, il y en avait un qui avait dans ses veines le sang des salamandres. Il ne se faisait aucun scrupule de s'asseoir et de fumer son chibouk dans un four tout rouge en attendant que son dîner y fût parfaitement cuit. Un autre avait la faculté de changer les métaux vulgaires en or, sans même les surveiller pendant l'opération. Un autre était doué d'une telle délicatesse du toucher qu'il avait fait un fil de métal si fin qu'il était invisible. Un autre avec une telle rapidité de perception qu'il pouvait compter les mouvements distincts d'un corps élastique vibrant avec la vitesse de 900 millions de vibrations en une seconde. « Absurde, dit le roi. » Un autre de ces magiciens, au moyen d'un fluide que personne n'avait jamais vu, pouvait faire brandir les bras à leurs amis, leur faire donner des coups de pied, les faire lutter ou danser à sa volonté.
Un autre avait donné à sa voix une telle étendue qu'il pouvait se faire entendre d'un bout de la terre à l'autre. Un autre avait un bras si long qu'il pouvait, assis à Damas, rédiger une lettre à Bagdad, ou à quelque distance que ce fût. Un autre ordonnait à l'éclair de descendre du ciel, et l'éclair descendait à son ordre, et une fois descendu, lui servait de jouet. Un autre, de 2 sons retentissants, réunis, faisait un silence. Un autre, avec 2 lumières étincelantes, produisait une profonde obscurité. Un autre faisait de la glace dans une fournaise chauffée au rouge. Un autre invitait le soleil à faire son portrait, et le soleil le faisait. Un autre prenait cet astre avec la lune et les planètes, et après les avoir passés avec un soin scrupuleux, sondait leur profondeur et se rendait compte de la solidité de leur substance. Mais la nation tout entière est douée d'une si surprenante habileté en sorcellerie que les enfants, les chats et les chiens eux-mêmes les plus ordinaires n'éprouvent aucune difficulté à percevoir des objets qui n'existent pas du tout, ou qui depuis 20 millions d'années avant la naissance de ce peuple ont disparu de la surface du monde. Déraisonnable, dit le roi. Les femmes et les filles de ces incomparables sages et sorciers, continua Scheherazade, sans se laisser aucunement troubler par les fréquentes et inciviles interruptions de son mari, les filles et les femmes de ces éminents magiciens sont tout ce qu'il y a d'accompli et de raffiné, et serait-ce qu'il y a de plus intéressant et de plus beau, sans une malheureuse fatalité qui pèse sur elles, et dont les pouvoirs miraculeux de leurs maris et de leurs pères n'ont pas été capables jusqu'ici de les préserver. Les fatalités prennent toutes sortes de formes différentes. Celle dont je parle prit la forme d'un caprice. Un quoi? Dit le roi. Un caprice, dit Scheherazade. Un des mauvais génies qui ne cherchent que l'occasion de faire du mal leur mit dans la tête à ces damnées dames accomplies que ce qui constitue la beauté personnelle consiste entièrement dans la protubérance de la région qui ne s'étend pas très loin au-dessous du dos. La perfection de la beauté, d'après elle, est en raison directe de l'étendue de cette protubérance. Cette idée leur trotta longtemps par la tête, et comme les coussins sont à bon marché dans ce pays, il ne fut bientôt plus possible de distinguer une femme d'un dromadaire. « Assez, dit le roi, je n'en saurais entendre davantage. Vous m'avez déjà donné un terrible mal de tête avec vos mensonges. Il me semble aussi que le jour commence à poindre. Oh, depuis combien de temps sommes-nous mariés? Ma conscience commence aussi à se sentir de nouveau troublée. Et puis, cette allusion au dromadaire, me prenez-vous pour un imbécile? Allez, en résumé, il faut vous lever et vous laisser étrangler. » Ces paroles, m'apprend Lizith-Slorot, affligèrent et étonnèrent à la fois Scheherazade, mais comme elle savait que le roi était un homme d'une intégrité scrupuleuse et incapable de forfaire à sa parole, elle se soumit de bonne grâce à sa destinée. Elle trouva cependant, durant l'opération, une grande consolation dans la pensée que son histoire restait en grande partie inachevée, et que, par sa pétulance, sa brute de mari s'était justement puni lui-même en se privant du récit d'un grand nombre d'autres merveilleuses aventures.